Ce podcast a été réalisé avec le soutien du service du tourisme d'affaires de Visite Wallonia. Bienvenue dans Z sur 7, votre podcast quotidien. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 24 janvier et nous avons un tout nouvel épisode avec l'info à ne pas manquer. Aujourd'hui, Olivier Mouton reçoit Étienne de Calataille, fondateur d'Orcadia Asset Management. Il y a un moment où l'optimiste doit se rendre compte que, attention, il y a des vrais dangers. Monsieur Trump est un vrai danger. Le gouvernement de Wever va-t-il remettre de l'ordre en Belgique ? L'agressivité sans limite de Donald Trump nous menace-t-elle ? Le climat est-il le grand oublié du moment ? Et comment faut-il investir ? Olivier Mouton, journaliste pour Trends Tendance, interroge l'économiste Étienne de Calataille, fondateur d'Orcadia Asset Management, sur les défis de cette période chahutée. Il commence en parlant du nouveau gouvernement de Wever. Z sur 7, l'info à ne pas manquer. Un expert interviewé par Trends Tendance analyse les racines d'une actualité forte. Je ne sais pas pour dire du mal des équipes précédentes, mais ici, il y a une prise de conscience qu'on est un petit peu dos au mur. Bon, on le sait, on est dos au mur sur le plan environnemental et sur le plan budgétaire. Peut-être aussi sur le plan de la cohésion sociale. Ils prennent le problème du côté du budgétaire. Je peux l'accepter, j'aurais préféré une plus grande ambition environnementale, peut-être y reviendrons-nous. Mais donc oui, non, ici, c'est bien d'avoir un gouvernement qui ose. Je crois que ce qui désespère les gens, c'est de se rendre compte que les choses ne vont pas très bien, qu'elles pourraient aller mieux ou moins mal, et qu'on ne fasse rien. Et en même temps, la Banque nationale dit budgétairement, c'est peut-être pas si sérieux que ça. L'opposition, c'est son rôle, the duty of opposition is to oppose, mais enfin, épingle aussi un manque de rigueur parfois. Est-ce qu'on est vraiment dans un programme qui permet cette remise en ordre ? Pas aussi fort que ce qui a été annoncé, mais qui va néanmoins dans le bon sens. On ne peut pas nier. Par exemple, on parle des effets retour. Alors l'effet retour, l'effet retour est tout à fait surestimé. On ne va pas créer les 500 000 emplois, et je trouve un petit peu dommage que M. Clarinval mette dans l'augmentation de l'emploi le fait que des gens vont partir à la retraite. C'était le raisonnement qu'il tenait dans la presse il n'y a pas longtemps. C'est tout à fait erroné et c'est malheureux. Mais à côté de cela, qu'il s'agisse d'allocation de chômage ou de pension, il y a des vraies réformes et qui s'inscrivent dans la durée. Donc, il y a aussi le procès budgétaire. J'en entends des voix à gauche dire oui, mais nous on a fait plus d'efforts quand c'était dit Roupeau. Oui, mais est-ce qu'on ne compare pas des pommes et des poires ? Est-ce qu'on ne compare pas des efforts one-shot de l'époque avec des efforts plus dans la durée ? Les économies qu'on va réaliser grâce à la réforme des pensions, c'est pas en 2029 qu'on va en toucher le principal, c'est 10, 20 et 30 ans plus tard. Donc justement, ces réformes structurelles, pension, fiscalité, marché du travail, on les attendait depuis longtemps. Elles sont sans doute pas aussi ambitieuses qu'on pouvait l'attendre, mais on a quand même mis le pied dans une évolution qui est souhaitable. Oui, et s'agissant des pensions, je serais plutôt à dire qu'on a vraiment changé la donne. Il y avait eu une mesure importante ces 10 dernières années, ça avait été le relèvement à 66 puis à 67 ans de l'âge de la retraite, mais pour le reste, on n'a pas fait grand-chose. Et même le gouvernement Verhofstadt, 99-2007, ou les gouvernements Verhofstadt, il avait créé un truc qui était un subterfuge intellectuel. Voilà, mais qui était de la foutaise intellectuelle, mais donc qui permettait de continuer à ne pas être très sérieux tout en ayant la prétention de l'être. Ici, ici on prend le problème à bras-le-corps. Est-ce que c'est parfait ? Non. Est-ce qu'on inventerait un système de pension comme celui qu'on aura sur base de ce que l'Arizona nous dit ? Bien sûr que non. Donc on doit faire avec l'existant, mais sur le plan des pensions, on est dans le bon. Du côté fiscal, en revanche, là, on n'a pas la grande réforme que l'on pourrait souhaiter, où on aurait dû suivre les lignes directrices du rapport de la note, qui avait inspiré la proposition du ministre Van Petegem. Mais rappelons que le patronat, rappelons que le MR a plutôt eu tendance à s'aborder la grande réforme fiscale qu'à la promouvoir, avec des corporatismes de bas étage. Parce qu'on a du mal à toucher aux nantis et aux acquis, c'est ça en fait ? Parce que derrière chaque niche fiscale, quel est le problème de la Belgique ? Le problème de la Belgique, c'est d'être inefficace dans sa dépense publique, et donc de devoir taxer beaucoup. Et en plus, quand on taxe beaucoup,
on a taxé mal. Et on taxe mal parce qu'on taxe beaucoup certaines choses et peu d'autres. C'est la question de ces niches fiscales, de ces régimes dérogatoires. Pour un bête économiste libéral comme je pense l'être, eh bien, il vaut mieux taxer avec un taux plus faible, une base plus large, plutôt que d'avoir certains qui payent beaucoup et d'autres, ou les mêmes, mais selon des activités de subterfuge, payant nettement moins. Ça, c'est absolument inacceptable, tant sur le plan de l'efficacité que de l'équité. Or, visiblement, à droite, on sait s'y accommoder de ce type de système-là. Alors, cet Arizona a été accueilli par des manifestations préventives, il y a un préavis de grève générale, ça grogne dans un secteur ou l'autre. Est-ce que tout ça est prématuré, comme le dit le vice-premier ministre Clarinval? Je pense que si on a la chance de ne pas avoir des fins de mois trop difficiles, il faut avoir la posture de se dire, ben voilà, il y a des votes, il y a des élections, il y a un gouvernement, il y a un projet, il y a un programme, il est mis en œuvre, et puis on évalue. Et si c'est pas bon, ben on votera différemment, et on peut espérer que sur la base de l'évaluation, même ceux qui ont préconisé les mesures qui sont dans cet accord se rendront compte que c'était pas la bonne idée. Peut-être que c'était pas une bonne idée de limiter dans le temps les allocations de chômage, peut-être que c'était pas une bonne idée de faire ceci ou cela. Et on évalue et on change. Ça, c'est la posture rationnelle. Maintenant, il y a ceux qui sont touchés directement, sans doute. Bien entendu, il y a ceux qui disent, oui, mais attendez, Étienne, t'es sympa, évaluer, mais entre-temps, je serais mort. Enfin, ou entre-temps, j'aurais eu des fins de mois encore plus difficiles. Statuts spéciaux, par exemple, en parlant des cheminots et des militaires, on dit qu'on va les revoir, même si c'est pas tout de suite. Mais... C'est pas tout de suite, mais au moins on les revoit. Et là, j'ai vraiment énormément de sympathie. C'est pas que j'en veux aux cheminots, mais c'est vrai, pourquoi est-ce que le conducteur de train aurait un régime à ce point différent du conducteur de poids lourd? Est-ce que c'est beaucoup plus difficile de conduire un train? Est-ce que les statistiques d'espérance de vie laissent penser? Oui, j'entendais récemment les pompiers dire, oui, mais nous, on a une espérance de vie limitée, donc il faut qu'on puisse partir à la retraite tôt. Je dis, mais très bien, moi j'accepte ce raisonnement-là, mais expliquez-le aux enseignants. Parce que s'il y a bien une catégorie professionnelle qui a une espérance de vie extrêmement élevée, ce sont les enseignants. Allez dire aux enseignants qui vont travailler jusqu'à 70 ou 75 ans parce qu'ils ont une espérance de vie élevée. Donc, il faut voir le type d'argument qu'on veut utiliser, mais il faut en tout cas on se doit d'être cohérent. Étienne de Calataille, vous êtes un économiste libéral, vous l'avez dit, enfin vous pensez l'être. Vous avez aussi une sensibilité écologique, en tout cas liée à ce grand défi auquel nous faisons face. Est-ce que la transition climatique, c'est pas finalement la grande absente de tout ce dont on parle pour le moment ? Alors là aussi, c'est un petit peu tôt pour juger. Il y a de bons engagements, il y a très peu de mesures concrètes. Ouais, il y a des trucs sur la TVA, sur la pompe à chaleur ou ce genre de choses. Mais honnêtement, il y a des éléphants dans la salle et on n'y touche pas et on les connaît. C'est ces fameux 12, 13 ou 14 milliards selon la manière et le rapport qu'on consulte pour mesurer ce qu'on appelle les subsides aux énergies fossiles. C'est notamment cet argent que nous coûtent les voitures de société qui sont une manière bête de corriger une bêtise. La bêtise au départ, c'est quoi? Eh bien, c'est de surtaxer l'augmentation de salaire du cadre moyen. Et la réponse à cette bêtise, c'est de lui donner des trucs détaxés, dont une voiture, ce qui pollue. C'est ridiculissime. De nouveau, l'économiste libéral, il préfère qu'on donne de l'argent aux gens et que les gens décident avec ça d'acheter une voiture ou autre chose. Ici, on les pousse, entre guillemets, à surconsommer de la voiture et au détriment de la planète. C'est tout à fait idiot, une fois encore. Ça ne rencontre ni des critères d'équité, ni d'efficacité, et certainement pas en termes d'équité intergénérationnelle. Donc oui, sur le plan des mesures environnementales, c'est faible. Sur le plan des annonces, on ne peut pas dire qu'il soit moins bon que la Vivaldi qui sort. Donc c'est un petit peu tôt, voyons voir. Mais un manque de courage quand même, quand on parle, ou alors encore une fois des acquis auxquels on ne souhaite pas toucher. Quand on parle des voitures de société, c'est un bel exemple. C'est compliqué d'y toucher en fait. C'est compliqué parce qu'il y a une défiance dans la population. Si on dit à la population, écoutez, on supprime le régime de voitures de société et on réinjecte cet argent sous la forme d'une diminution de l'impôt pour cette classe moyenne, alors on sait qu'il est toujours difficile de définir la classe moyenne, certains se diront, ouais, c'est pas sûr que ça va se faire, et puis c'est pas sûr que moi je vais y trouver autant que mon compte, et puis moi j'ai organisé ma vie en tenant compte que j'aurai toujours une voiture de société, donc j'habite loin, je peux pas déménager du jour au lendemain, donc c'est sûr, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, on a fait une bêtise, il faut la corriger, le plus vite possible, c'est le mieux. Alors le contexte mondial, est-ce que c'est préoccupant? Parce que
on parle de la Belgique, mais on n'est pas une île, et on est quand même dans un moment de tempête, en tout cas potentiel. Il y a beaucoup de bruit, on verra ce qu'il y a derrière le bruit, notamment l'agressivité sans borne de Donald Trump, à commencer par les guerres commerciales. Est-ce que c'est un contexte qui pourrait être préjudiciable? La croissance jusqu'ici, en fait, ce qu'on annonce, elle est encore, bon an, mal an, pas trop mauvaise, mais on est quand même dans une période de turbulence, non? Moi, je suis plutôt un optimiste de nature et je pourrais me dire, ben non, il y a eu d'autres périodes dans l'histoire très difficiles. Moi, je suis né au début des années 60. C'était au moment de la crise des missiles de Cuba. Est-ce que c'était bien plus marrant? Les Golden 60, ça commence avec Cuba et ça termine avec le Vietnam. Mais on a l'impression aujourd'hui que c'était une époque dorée. J'étais étudiant dans les années 80. Il y avait des manifestations parce que c'était la course aux armements entre Brejnev et Reagan. Et des intellectuels français qui étaient plutôt rouges que morts et d'autres qui répondaient plutôt morts que rouges. Donc, je suis un optimiste en disant voilà, qu'un cas, on a su traverser ces difficultés, on a déjà eu Trump une fois 4 ans, c'est pire aujourd'hui, mais bon, ça en a duré 4 ans. Ceci dit, il y a une limite à cet optimisme. Et je vais me permettre, même si le propos est dur et il faut le prendre pour ce qu'il est, je viens de lire le bouquin d'Hervé Letellier, Le nom sur le mur. Et donc, une histoire d'un résistant. Un résistant, oui, tout à fait. Et il cite le propos de Billy Wilder, le cinéaste d'origine autrichienne qui fuit le nazisme et donc qui parvient à s'établir à Hollywood et à continuer sa carrière de cinéaste. Et on lui demande pessimiste, optimiste, et il répond, eh bien en fait, les optimistes sont à Hollywood. Non, pardon, les pessimistes sont à Hollywood, ils ont fui le danger, les optimistes sont à Auschwitz. Le mot est évidemment terrible. Mais donc, il y a un moment où l'optimiste doit se rendre compte que, attention, il y a des vrais dangers. Monsieur Trump est un vrai danger pour toutes les minorités aux États-Unis pour commencer, et pour les Européens aussi. Et donc, j'ose espérer que nous saurons prendre ce problème à bras-le-corps, et autrement qu'en ayant une conférence par visioconférence, comme si c'était un problème qu'on pouvait traiter de manière secondaire. C'est la priorité numéro 1 pour nous, c'est la sécurité, et c'est donc un moment effectivement de vérité. On dit souvent, on utilise souvent l'expression, mais l'Europe est dos au mur, la construction de l'OTAN, Macron s'était permis de dire c'est en mort clinique, on le lui a reproché le propos, mais en fait il était prémonitoire. L'OTAN, non, la défense américaine, nous ne sommes pas prêts à mourir pour les Ukrainiens, les Américains ne sont évidemment pas prêts à mourir pour des Européens, donc il n'y aura pas de répétition du débarquement du 6 juin, et donc il faut apprendre à compter sur nos propres forces, et donc oui, la défense est une priorité, et il faut répondre, pas de manière agressive, mais extrêmement ferme à tout ce que M. Trump et ses acolytes racontent. Et est-ce que le temps long, justement, par rapport à ça, montre une prise de conscience? Parce qu'évidemment, je voyais un débat à la télévision récemment où on disait, évidemment, avec les annonces testostéronées de Donald Trump, c'est évidemment facile de dire, ça bouge, il y a des choses, on prend conscience. Pour l'Europe, c'est plus compliqué. On est 27, voire même davantage parfois. On doit s'entendre. Mais est-ce que dans le temps long, cette évolution, elle est quand même là, ou bien vous êtes inquiet? Je suis inquiet, c'est amusant, je vais reciter Letellier, toujours dans son bouquin sur la résistance, là, il a un petit moment, je ne me souviens pas exactement des mots, mais l'idée est la suivante, la tolérance s'arrête au seuil de l'intolérable. Et donc, pour moi, il y a un truc qu'on doit absolument faire, c'est contrôler l'information sur les réseaux sociaux. On doit absolument se dire qu'il n'y a pas de place pour les ennemis de la démocratie. Et ça peut apparaître comme une forme de censure, de bien-pensance, mais à voir comment les mauvaises informations, les désinformations, les mensonges se propagent, je pense qu'il faut envisager une action radicale par rapport à ces tentatives de déstabilisation par l'intérieur. Et investir massivement dans la défense, par exemple, ça veut dire aussi ces virages-là. Maintenant, on sait qu'on a parlé du défi climatique, il est très présent, on avait des investissements massifs nécessaires dans ce domaine-là, même chose au niveau technologique, maintenant on a la défense, ça fait beaucoup en même temps. Oui, mais bien sûr qu'il faut investir dans la défense, mais j'ai envie de dire, dépensons au moins autant dans notre résilience, dépensons au moins autant dans notre indépendance par rapport à l'énergie russe ou à l'énergie venant d'autres. Parce qu'aujourd'hui c'est les Russes, mais demain pour le même prix, vous savez, l'énergie fossile en provenance du Moyen-Orient n'est pas nécessairement beaucoup plus sympathique ou amicale par rapport à ce qu'on appelle les valeurs occidentales. Donc il y
y a des proximités entre ceux qui commettent les attentats et certains qui sont au pouvoir dans ces pétromonarchies. Donc, j'ai envie de dire, méfions-nous, soyons résilients, soyons dépendants. Et donc, oui, investissons dans la dépense, mais investissons aussi dans l'information, dans l'interdiction de la désinformation, dans l'autonomie stratégique à plein d'égards. Oui, voilà tout ce qu'il faut faire. Pas que acheter des avions de chasse. Alors, je vais rebondir un peu sur cette phrase terrible, en effet, sur les optimistes sont à Auschwitz et les pessimistes sont en Californie ou Dieu sait où. Je suis, alors c'est plus pragmatique, mais je suis un investisseur aujourd'hui. Est-ce que je mets des choses à la cave et je m'investis dans des valeurs refuges, ou bien justement c'est le moment pour dire je fais des choix vertueux, je contribue quelque part à ces enjeux de société. Est-ce qu'on peut réfléchir en ces termes-là ? Oui, mais je ne le ferai pas parce que en implicite ça oppose les deux. Or, l'histoire financière récente, il y a bien sûr des exceptions, mais l'histoire financière récente, et on a de bonnes statistiques depuis 15-20 ans maintenant, montre que celui qui a choisi d'investir de manière responsable a plutôt bien fait en termes de rendement. Alors, il y a des périodes où ce n'a pas été le cas. En 2022, quand le prix de l'énergie fossile explose, c'était bon d'avoir des actions d'entreprises charbonnières, mais dans le charbon. Mais 2024 a aussi été une mauvaise année pour l'investissement responsable. Mais dans la durée, il n'y a pas de raison de penser que parce que vous investissez de manière responsable, vous allez faire moins bien. Au contraire, investir de manière responsable, ça vous aide à être en avance sur votre temps. Est-ce que vous pensez un quart d'instant qu'il y a un bel avenir pour le charbon ? Bien sûr que non. Est-ce que vous pensez un quart d'instant qu'il y a un bel avenir pour le pétrole ? Et donc j'opposais les deux par défaut, quoi. Voilà. Quelque part, l'un et l'autre vont dans le vertueux. Tout à fait. Tout à fait. Et ça, c'est peut-être ici l'optimiste qui revient. C'est qu'il y a moyen de concilier ce qui est bon pour votre portefeuille et ce qui est bon pour la collectivité. Et donc, je pense que la finance est un levier important pour faire aller les choses dans la bonne direction. Cessons de soutenir des entreprises que nous ne voulons pas voir prospérer parce qu'elles sont dans des domaines d'activité que nous ne voulons pas voir prospérer, et privilégions des alternatives. Elles sont là et elles sont au moins aussi rentables. Ce serait bête de s'en priver. On se retrouve demain pour un nouvel épisode avec La Tech au quotidien. Les journalistes de Trends Tendance épinglent une idée technologique qui boostera votre productivité. Vous retrouverez aussi vos analyses quotidiennes sur les marchés et sur le monde économique. Restez à l'écoute. La Wallonie est la destination idéale pour vos événements professionnels. Infrastructures de qualité, cadres inspirants et services personnalisés, séminaires, conférences ou congrès, mais également des idées pour vos team building. Profitez d'un environnement accessible, moderne et naturel. Rendez-vous sur visitewallonia.be.